Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le soir au cœur de la nuit dans cette libre antenne au 39-21. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct pour parler de vous, de vos vies et du sens de la vie, mais aussi de nos difficultés, de nos peines et de nos joies. Et je sais combien vous êtes nombreux à témoigner de votre désir d'aller mieux, même de guérir de vos tourments. L'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ces mots. Ainsi, le moyen a plus d'importance que la fin. C'est le chemin qui compte. Albert Camus disait que penser n'est pas unifier ou s'attacher à un grand principe une fois pour toutes. Penser, disait-il, c'est réapprendre à voir, à être attentif, c'est diriger sa conscience, c'est de faire de chaque idée et de chaque image un lieu privilégié. Je vous propose qu'on pense ensemble ce soir, qu'on laisse une place à ce que nous ne comprenons pas, simplement pour accueillir ce qui est sans jugement et sans préjugés. Quentin et Corentin sont là, fidèles au rendez-vous pour répondre à vos appels au 39-21, et c'est Valentine Gelin qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice en appelant le 39-21, et puis vous pouvez bien entendu réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, ce sont vos témoignages qui donnent sens à cette émission. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Bueno. Allô ? Oui, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Pardon, je pensais vous avoir perdu. Non, on me perd pas comme ça facilement. Quelquefois, c'est moi qui vous perds quand ça se coupe. Mais avec l'antenne, c'est rare qu'on perde le fil. Il y a Valentine qui veille au grain, donc vous allez pas me perdre, c'est promis, Raphaël, je suis là. Donc vous vouliez nous parler, je crois, de votre vie sentimentale. Oui, donc effectivement, comme je disais à Corentin, donc là, ça fait à peu près 3 mois que j'ai rencontré en fait quelqu'un sur Internet. Ouais. Et donc donc c'est quelqu'un qui ne vit pas en France. Et donc je me suis lancée dans une sorte de relation à distance avec cette personne. En 3 mois, on ne s'est vu que 2 fois. Mais à chaque fois, ça s'est bien passé et on est resté en contact quotidien depuis, et du coup je me suis quand même beaucoup investie émotionnellement dans cette relation, et jusqu'à la semaine dernière il me semblait que c'était aussi le cas de cette personne, sauf que donc jeudi dernier il m'a fait part de doutes sur la viabilité de cette relation. Et donc là, en fait, je crains la rupture, quoi. Du fait de la distance entre vous ? Oui, en partie. Ouais. En fait, ce que lui me dit, c'est que du fait de nos rythmes de vie, de nos contraintes respectives, ce qu'il craint, c'est que finalement, on arrive à se voir qu'une fois de temps en temps, un week-end par-ci par-là, qu'on prenne pas forcément trop le temps de se connaître, et que finalement le jour où on pourra enfin être réunis et envisager en gros une vie commune, certaines différences nous explosent un peu à la face, et que voilà, on en sorte tous les deux déçus et abîmés. Oh, il est déjà de faire tout un plan, une programmation avec un système d'assurance amour, ce qui marche pas. Alors, est-ce qu'il est en train de vous donner plein d'explications parce que bon, finalement, il n'est pas si amoureux que ce qu'il pensait être, vous voyez, mais parce que bon, des amours à distance, certes, ça peut être un peu complexe ou à organiser, mais ça se vit, ça s'organise. Vous avez une grande distance entre vous ?
pas tant que ça. Il vit dans un pays frontalier de la France. Moi, ça me paraît pas Non, bien si sûr. insurmontable que ça. Et vous, chacun peut bouger les week-ends pour construire une relation ensemble, par exemple? Moi, oui, j'ai un emploi du temps qui est relativement flexible. J'ai les moyens de le faire. Lui, Oui. moins. D'accord. Lui, il est beaucoup plus pris par le travail. Après, donc Alors après, effectivement, je sais pas si il cherche pas à noyer le poisson et à me donner sur le prétexte parce que éventuellement il n'aimerait pas en fait, ou si c'est pas. Enfin, il m'a aussi dit qu'il était déjà passé par là et que ça s'était mal passé et que Qu'il avait déjà eu une relation à distance comme ça? Ouais. Oui. Avec son ex. Et ça a mal tourné et apparemment, il en a énormément souffert. Donc, Oui, mais en même temps, il le savait. Enfin, quand vous êtes rencontrés sur Internet, vous dites que vous êtes vus 2 fois, donc vous êtes déjà, on va dire, en couple, entre guillemets. Enfin, vous êtes déjà une relation intime. Vous avez commencé une histoire ensemble. Oui, donc c'est ça que je comprends pas. Mais oui. Je comprends pas pourquoi est-ce que dès le départ, il a pas mis un stop. Et à l'inverse, il s'est jeté tête baissée dans le truc, même plus rapidement que moi. Oui. Donc très enflammé très vite, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est l'impression que j'ai eue après. Enfin, ça reste quelqu'un qui a pas mal les pieds sur terre, donc il a eu l'air de s'enflammer, mais je pense que c'est resté quand même relativement réfléchi, quoi. Mais voilà. Et alors à côté de ça, il m'envoie des signaux un peu contradictoires qui pourraient être encourageants. Enfin, je sais pas trop. Par exemple. Alors, donc on a eu cette conversation là jeudi dernier. Ouais. Ouais. Vendredi, il a voulu qu'on discute vendredi soir. Donc toute la journée du vendredi, je me suis dit c'est bon, ce soir il va me larguer, c'est terminé. Et en fait, le vendredi soir, aucune référence à la discussion de la veille et c'était normal. Il a même été plutôt sympa à me dire que je lui manquais, qu'il aimerait bien pouvoir se téléporter chez moi ou à l'inverse que moi je me téléporte chez lui. Enfin voilà, des compliments, des réflexions plutôt mignonnes et sympas. Et après, il m'a envoyé quelques autres messages dans la soirée. Et là, depuis hier, j'ai plus de nouvelles. Et vous pouviez pas sauter dans un train ou enfin si c'est pas si loin? Alors je le lui ai proposé et il m'a dit, donc j'ai proposé ça jeudi, je lui ai fait écoute, si tu veux je te rejoins dès ce week-end. Et il m'a dit j'ai besoin d'un temps de réflexion, j'ai pas envie que tu fasses ça si c'est pour être déçu. Ça c'était jeudi. Bon. Donc après ce que je lui ai dit c'est que donc c'est même jour. Et vendredi soir vous avez réitéré votre proposition puisqu'il avait l'air plus disposé à vous voir? Non, je l'ai pas fait parce que ça faisait quand même très juste quoi. Jeudi soir, ce que je lui ai proposé, c'était de prendre une semaine de vacances à la fin du mois pour aller dans sa ville, mais prendre un hôtel ou pas rester chez lui en fait. Et il m'a dit oui, mais j'ai peur que je sois encore assaillie par le travail. Ce à quoi j'ai répondu écoute, moi je veux bien faire des efforts, mais je vais pas les faire toute seule. Et il m'a dit, d'accord, je vais voir avec mon patron lundi pour voir comment ça tourne, pour voir en gros à quoi vous ressemblez les prochaines semaines pour moi. Quoi. Raphaël, je trouve que si vous en êtes déjà à parler de faire des efforts au bout de quelques mois ou quelques semaines, je sens pas beaucoup d'enthousiasme ou en tout cas de sentiments un peu enflammés des débuts d'une relation. C'est-à-dire que quand on est dans le tout début et qu'on se plaît, on a envie de se voir, on est un peu fou, on saute dans un train, on bouscule son agenda, on s'organise, on n'est pas là à compter. Voilà. Oui. Moi, je suis plus dans cet état d'esprit. Non. Lui, pas vraiment. Non. Donc moi, ma question, c'est est-ce que vous vous aimez tous les deux? Moi, je suis à peu près sûre de mes sentiments, mais c'est vrai que de son côté, je pense que il n'en est pas au même point, quoi. Mais comment vous pouvez être sûre de vos sentiments au bout de 3 mois, alors que si vous sentez que vous le perdez, vous n'êtes pas prête à tout bousculer et à débarquer comme ça dans sa ville en sautant dans un train? Disons que c'est un peu... Il est quand même à, on va dire, 1000 km à peu près. Oui. Donc ça fait quand même un peu... C'est Paris-Nice, quoi. Comment ?
C'est la largeur de la France, c'est Paris-Nice, quoi. Et encore, je compte pas le Nord. Enfin, l'île-Nice, allez. Même un peu plus que ça. Ouais, bon. Enfin, vraiment, pour ce week-end-là, c'était... Oui, mais non, mais peu importe, Raphaël, parce que le réel dit quoi? Peu importe, c'est pas, vous voyez, un jugement de valeur. C'est que moi, j'essaye de vous remettre dans le réel. C'est que vous racontez une histoire d'amour dont la réalité ne parle absolument pas d'amour. On voit pas d'amour dans la réalité que vous décrivez. Le réel n'indique pas qu'il y a de l'amour quelque part. Le réel indique deux êtres un peu compliqués dans leurs atermoiements, donc ils se posent des questions. Ça vient de démarrer, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que j'ai envie de la voir? Ah ben non, il me faut du temps. Enfin blablabla. Donc là, vous voyez, on est plutôt là-dedans, dans ce que vous vivez. Déjà, vous envoyez, on a l'impression d'une pré-rupture, d'une histoire qui aura duré. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a pas quelque chose qui. Elle est où la flamme? Il est où? Vous êtes jeune, je crois, Raphaël. Oui, vous avez 28 ans, c'est ça, Raphaël? Oui. Et lui, il a quel âge? 29. Oui. Alors, vous êtes encore tout jeune. Et vous êtes plus à chercher dans vos anxiétés respectives à avoir une assurance de part et d'autre. Vous, je veux bien me déplacer, venir, mais si je suis sur deux. Et lui, c'est, je suis pas sûre que ça puisse marcher parce que finalement, la distance, etc. Donc, vous êtes beaucoup dans vos têtes, tous les deux. Vous raisonnez beaucoup. Moi, oui, ça c'est sûr. Lui, probablement aussi, oui. Mais oui. Oui. Y a un auditeur qui dit oui, il exprime une peur de s'engager à nouveau. Il ne peut pas vouloir une relation installée sans le temps nécessaire de se connaître mieux. Oui, c'est que vous brûlez les étapes dans vos raisonnements tous les deux sans vous être donné la chance de faire vraiment connaissance. Comme dit Valet de Cœur, ce qu'il vous dit équivaut à craindre le pire avant d'envisager simplement de partager le meilleur. Oui, c'est bien dit. C'est se projeter loin après seulement 2 périodes passées ensemble. Voilà, ça semble très extrême. Oui. Alors, peut-être, comme dit René, aussi est-il possible qu'il se soit rendu compte, une fois confronté au réel, que ce type de relation est trop dur à soutenir pour lui. Du fait d'ailleurs, j'ajoute qu'il a eu par le passé une relation à distance, et peut-être que ça a ravivé ça. Et puis vous aussi, de votre côté, finalement, la question de René est valable pour vous aussi, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de soutenir vous aussi ce genre de relation à distance, sachant que vous dites oui, c'est quand même loin, ce sera pas tous les week-ends qu'on se verra, et vous avez 28 ans, l'âge de construire quelque chose ensemble, enfin à tout âge, vous me direz, mais. Moi, je suis sûre. Je suis. Mais vous êtes sûre de quoi? D'être capable d'avoir les épaules pour ça. Lui, effectivement, je pense qu'il est en proie à ces mauvaises expériences et qu'on est tous les deux dans des très longues projections, quoi. Ouais, c'est terrible là. Vous n'êtes pas du tout dans l'ici et maintenant et dans la joie de vivre quelque chose d'un peu léger au démarrage, parce que l'amour on le maîtrise pas, vous voyez, il vous tombe dessus et puis. Mais oui, et ce qu'il m'a dit, c'est que, il avait énormément souffert par le passé et qu'il avait peur que ça lui arrive encore. Et oui, s'il a encore peur de souffrir par amour, il se tombera plus jamais amoureux. Alors, ça va être ça le deal. Il y en a un qui décide ça, quel dommage. Bien sûr que ça fait souffrir l'amour, bien sûr. C'est bien la chose qui nous fait souvent le plus souffrir dans une vie. C'est nos histoires d'amour, ce sont les ruptures, c'est la peur de perdre, c'est aussi l'amour des parents, c'est tout ce qui tourne autour de l'amour. Mais sans amour, on n'est pas vivant non plus. Alors on peut effectivement décider de ne plus aimer, puis alors à ce moment-là, c'est une petite mort, quoi. Ouais. Donc oui, vous êtes à un âge et vous êtes une génération d'ailleurs, c'est intéressant votre appel, parce que 28 ans, vous voyez, vous êtes vraiment pile poil dans l'âge où votre biologie, la vie, vous avez commencé à travailler tous les deux, vous cherchez forcément à construire et vous êtes tétanisés par l'avenir et par ce qui est devant vous, quoi. Ouais. Comme une pression temporelle que n'auraient pas ceux de 50 ou voire ceux de 20. Et donc à 28, vous avez, et vous Raphaël, bien sûr, l'horloge biologique féminine, mais ça crée beaucoup de pression dans les débuts de relations amoureuses. Et puis, ça doit être le bon, ça doit être la bonne, faut surtout pas qu'on se trompe, faut pas se tromper, faut investir. Enfin, on dirait que voilà, qu'il faut déjà acheter la maison et se marier. J'anticipe. Alors que vous vous enlevez la possibilité de vous en remettre à quelque chose que vous ne maîtrisez pas.
et qui vous conduira beaucoup plus certainement vers un chemin de construction. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que vous mettez le doigt effectivement sur ce qui pêche, y compris de mon côté. Oui, des deux. Vous êtes vraiment un âge vraiment complexe pour vous en ce qui concerne l'engagement et l'amour. Surtout si vous avez eu chacun, lui on comprend, vous peut-être aussi des histoires auparavant qui vous ont laissé un petit goût amer ou un cœur un peu blessé déjà. Oui, à 28 ans, on a déjà le cœur un peu blessé par des histoires précédentes. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, d'avoir peur de souffrir, du coup, ne s'empêche la possibilité, justement, de réparer un cœur blessé. Parce qu'un cœur, c'est vrai que c'est blessé, mais ça repart tout aussi vite quand ça tombe amoureux. C'est ça qui est merveilleux. C'est très malais. Oui. Voilà, c'est quand même un organe excessivement souple, le cœur, et donc il se brise en mille morceaux, et puis quelquefois il se recolle presque par miracle, j'ai envie de dire, et c'est son mystère dans une rencontre, dans quelque chose qui redémarre. Alors si on décide de le laisser en miettes pour ne pas le briser à nouveau, on lui donne aucune chance de se réparer non plus. Ouais. Et c'est vrai, vous avez raison. Il y a Gérard qui dit, on a l'impression que Raphaël s'est convaincue qu'elle est tombée folle amoureuse de ce jeune homme. 3 mois, c'est court. Elle s'en remettra très vite si elle tourne la page maintenant, dit Gérard. Mais j'ai pas envie de tourner la page. Ok, d'accord. Alors, faut vous battre alors, Raphaël. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, c'est pour ça que je pensais à sauter dans un train ce week-end. C'est pour ça, parce qu'à partir du moment où vous le sentez un peu flancher, et c'est la preuve par la réalité, par le réel. S'il a peur, à ce moment-là, il faut quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le rassurer. Si vous êtes deux à avoir peur, là, ça va pas être possible. Mais si vous dites, non, moi, j'ai pas peur et j'y tiens, et vous tenez bon, et que vous y allez, même vous le surprenez, déjà vous en aurez le cœur net à savoir est-ce qu'il lui aussi partage vos sentiments, parce qu'il y a cet inconnu là quand même. On ne sait pas si dans ce qu'il se raconte, il raconte peut-être aussi en partie que il est pas peut-être pas aussi amoureux qu'il estimait l'être au début, mais enfin ça m'a l'air assez fluctuant puisque vendredi il était dans d'autres dispositions. Mais vous voyez, il faut incarner une relation, ça s'incarne, Raphaël. Et là, comme vous êtes à distance, à vous envoyer des textos, des SMS, à vous appeler, elle n'est pas incarnée. Vous êtes vus 2 fois en 3 mois, elle s'incarne pas. Donc ça fait monter toutes les peurs. Et comme il n'y a pas d'incarnation dans le réel, l'amour il peine à émerger, et puis il s'épuise de trop de mots, de trop de messages, parce qu'il faut que les corps s'étreignent, il faut que il y ait de la tendresse, de la sensualité, du charnel, de la sexualité, il faut tout ça pour que l'amour il s'incarne, pour qu'il vibre, pour qu'il existe. Et donc là, il est cantonné dans un espace de parole, sans se vivre, sans être vraiment vécu. Il est vécu à distance. Et là, il peut s'abîmer. Donc tous les couples qui vivent à distance doivent, et le font souvent quand ils tiennent à leur relation, prendre toutes les occasions possibles et inimaginables de l'incarner au maximum. Et l'incarner, c'est du temps, c'est de la présence. C'est se voir, donc. D'accord. Il y a Sergio qui dit « Le cœur chope le cerveau par la main ». Viens, on va boire un petit café, il faut qu'on discute tous les deux. Oui, il faudrait que vous discutiez, votre cerveau et votre cœur. Effectivement, je suis très côté cerveau, en fait. Oui, mais le cœur, il n'est pas là-haut, il est au milieu, là. Il est dans votre cage thoracique, là. Voire il est dans les papillons dans le ventre, il est un peu plus bas. Voire encore un peu plus bas dans le sexe. Mais bon, il n'est pas dans la tête, quoi. Vous voyez ? Alors, comme dit notre auditeur, si Raphaël ne veut pas tourner la page, alors elle doit être plus accrocheuse. D'accord. Et Daniel qui dit entrer dans une synergie positive, renverser le cercle vicieux de la peur. Parce qu'il vous fait peur, du coup vous avez peur et vous vous dites, vous sortez le contrat d'assurance tout risque et vous dites, ah non, mais moi j'y vais pas parce que je vais pas toute seule à fournir les efforts. Mais là Raphaël, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes sûr de tenir à lui et de dire, moi je veux cette relation, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire, et puis vous êtes jeune, peut-être qu'un des deux pour envisager une vie dans le pays de l'autre, qui sait, je ne sais pas vos jobs respectifs, mais... Ça a été envisagé assez sérieusement de son côté, il était prêt à me rejoindre en France.
Et finalement, une offre d'emploi s'est présentée quasiment au dernier moment et il a remis son projet de venir en France à plus tard. Sachant que c'était une idée qu'il nourrissait déjà avant qu'on se connaisse, quoi. D'accord, donc il a envie de vivre en France, a priori. D'accord. Ouais. Bon, mais positionnez-vous, hein, Raphaël, faut y aller là. Parce que si vous dites oui, mais moi je ne m'engage que si tu t'engages, vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Donc vous allez pouvoir attendre longtemps. Ouais. Donc il va falloir miser un peu plus gros, vous, même si vous perdez dans l'histoire. Mais c'est ça, hein, jouer, c'est risquer, c'est miser. Et puis vous verrez bien si vous gagnez ou pas. Oui, au final, j'aurais tout tenté, quoi. Bah oui. J'aurais même si ça aboutit pas, au moins j'aurais peut-être moins de regrets. Bien sûr. Il y a une auditrice qui dit elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui, et puis soudainement il y a tout s'efface. Mais oui. Mmh. Oui. Je le vois avec mes copines, on est toutes très frileuses et on hésite toutes à montrer des signes d'engagement parce qu'en face, on a l'impression que ça répond pas. Et finalement, c'est un jeu de miroir. C'est un jeu de miroir, c'est je m'engage si tu t'engages. Mais l'autre, il fait la même chose. Je m'engage si tu t'engages. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Vous connaissez ce jeu quand on était petit. Mais il se finit mal. Hein. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Vous vous souvenez? Oui, il y en a deux. Voilà. On finit par se taper. C'est pas drôle du tout. Donc, justement, réfléchissez pas trop et puis sondez plutôt votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Et alors oui, un auditeur dit c'est peut-être risqué de faire 1000 km si elle n'a pas eu de message de tout le week-end. Bah oui, mais c'est ça l'amour aussi. Bah oui, peut-être qu'elle n'aura pas de retour. Mais relisez des romans d'amour, Raphaël. On lit plus assez de romans d'amour aujourd'hui dans votre génération. Oui, c'est vrai que c'est le dernier remonté à un moment. Ah bah tiens. Mais après, là, j'ai ce qui me, effectivement, je trouve que, votre avis est très très judicieux, mais là, je reste coincée par des soucis logistiques, quoi, et je bloque là-dessus. Parce que ça coûte cher. Ou parce que c'est compliqué, oui. C'est compliqué quand même d'aller chez lui sans prévenir, quoi. Il y a René qui demande justement pourquoi avez-vous fait le choix de vous loger dans un hôtel et non chez lui quand vous y êtes allé. En fait, l'idée, parce que, il m'a quand même sorti des raisons qui étaient, il m'a dit oui, mais regarde, on n'a pas les mêmes modes de vie. Toi, tu fais ci et ça, moi je fais ça, ça et ça. J'aime. Alors, il m'a dit qu'il aimait bien voyager, mais pas non plus tant que ça. Attendez, il voulait que vous alliez à l'hôtel? Parce que j'ai pas compris. C'est pas lui qui a proposé ça, c'est moi. Et en fait, moi, l'idée, c'était de dire bon, écoute, je viens pour une semaine, mais on a chacun notre espace et pendant une semaine, en gros, on fait comme si on vivait dans la même ville. Voilà. Ah, ça, c'est ce que vous lui avez proposé. C'est pas quand vous vous êtes vus. Non. Et quand vous êtes vus chez lui? Oui. Oui, mais il m'a accueilli chez lui. Ouais. D'accord. Et il était très content de m'accueillir et de me présenter sa région et qu'on fasse plein de choses ensemble. Et voilà. Donc ça s'était vachement bien passé. Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous dites, je trouve ça compliqué d'y aller. Puis tout à l'heure, vous m'avez dit, mais je suis assez libre finalement. C'est pas si compliqué pour moi de me rendre là-bas. Disons que, point de vue temps et argent, ça l'est pas. Par contre, point de vue, il habite dans une petite ville, il y a pas d'aéroport là-bas. C'est des considérations très très logistiques, mais qui rendent la chose un peu. Ça coûte, quoi, c'est compliqué. Oui, c'est très terre à terre, votre raisonnement. Mais encore une fois, où sont vos sentiments? De quoi sont faits vos sentiments? Il y a Emma qui dit quelle tristesse, cet amour sur catalogue, il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de vibrant. Emma trouve que vous n'êtes pas amoureuse. Et c'est vrai qu'on en doute quand on vous entend. On a plus le sentiment que votre tête a décidé d'être amoureuse. Et c'est malheureusement, je le constate de plus en plus, assez féminin, ce côté de je fais le projet et donc j'ai décidé de, grosso modo. Parce que finalement, celui-là, il me va, alors ça y est, je suis amoureuse. Mais
j'aimerais bien voilà, que vous écoutiez aussi Sergio et d'en parler avec votre cœur et de voir ce que votre cœur vous dit, lui, parce que ça n'a pas l'air si évident. Justement, le cœur, il est très, très hésitant. Ouais, je sens ça, moi. Il a beaucoup de mal à faire confiance, là. Écoutez-le, parce que... Enfin, depuis la fois où je suis allée chez lui, je vais de crise d'angoisse en crise d'angoisse et comment dire, j'ai toujours des je sais pas comment expliquer. Mais je comprends. En fait, à chaque fois, vous n'êtes pas tranquille. Non. À chaque fois que vous le voyez, que vous êtes en contact avec lui, il y a un truc que vous sentez pas, mais vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le sentez pas. Exactement comme le coup de fil de jeudi, puis celui de vendredi. Ouais. Mais ça, vous l'écoutez pas, Raphaël. Alors, laissez tomber la blessure d'ego, ça sert à rien. Ça peut faire mal de se dire peut-être il m'aime pas, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. Vous dites mon cœur, il a beaucoup de mal à faire confiance. Là, ça veut dire dans cette situation-là, dans cette histoire-là. C'est ça que j'entends. Et la deuxième chose que vous avez dit, à chaque fois, j'ai eu des crises d'angoisse. Ça m'a complètement angoissée. Enfin, pas crise d'angoisse étant un terme technique, mais voilà, je sens de l'angoisse, je sens de l'anxiété, je suis pas tranquille. Mais Raphaël, vous avez tout dit en disant ça. Mais bon, vous l'avez trouvé, cet homme-là, voilà, vous avez 28 ans, gna gna gna, ça colle bien et tout. Et puis vous allez le chercher très loin, comme ça vous vous dites, peut-être que ça fera moins mal s'il est très loin. Non, ça fera pas moins mal, ce sera 2 fois plus compliqué. Mais surtout, vous n'écoutez pas, Raphaël, les premiers signaux dans une histoire qui sont, mais capitales. C'est capital ce que vous venez de dire. C'est juste capital. Vous savez ce que vous allez lui dire à ce garçon ? Vous allez dire, tu sais quoi ? Je suis contente que tu le sentes pas parce que moi non plus. Vous allez voir sa réaction, il va arriver en courant. Ça va être très drôle, enfin, façon de parler. Mais Raphaël, vous écoutez ça. C'est très important ce que vous venez de dire là. Mais je suis partagée parce que d'un autre côté, l'idée que ça s'arrête me coûte énormément aussi. Parce que vous retrouvez seul, recommencer la recherche, Internet, le site de rencontre. Ouais, mais... Et quoi ? J'ai du mal à envisager que ça s'arrête. Je pense qu'à lui, j'ai du mal à penser à qui que ce soit d'autre. En fait. Pourquoi ? Parce que je sais pas si je peux mettre de raison là-dessus. Je me suis quand même beaucoup projetée et j'ai quand même développé des sentiments assez forts, quoi. Et non, donc, un projet assez fort, Raphaël. Un projet assez fort. Et du coup, les sentiments se sont accrochés au projet. Vous avez façonné quelque chose, alors que votre cœur est terrifié et vous dit autre chose, vous ne voulez pas l'écouter. Et du coup, bien sûr que vous avez peur de vous faire mal, parce que les warnings sont juste énormes, mais vous ne voulez pas les entendre. Parce que vous avez décidé, pour une raison qui vous appartient, et peut-être qu'il a quelque chose à voir dans votre histoire, cet homme-là. Il réveille quelque chose, il n'est pas là par hasard. Du coup, vous vous accrochez parce que vous comprenez qu'il vous faut vivre quelque chose avec cet homme-là, bien que vous sentiez que ce ne soit pas heureux, ce que vous avez à y vivre. Et c'est terrible, ça. Si vous arrivez déjà à démêler un peu ça, ça ira déjà mieux, parce qu'il vous renvoie à quelque chose de vous. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que vous êtes accrochés. Il y a, quelque chose qui n'est rien qu'à vous. Il faudrait un peu élaborer votre histoire pour le savoir. Où est-ce qu'il se situe ? Donc essayez de trouver où est-ce qu'il est rangé quelque part dans votre inconscient, cet homme-là. Et puis les warnings qui vous disent il faut absolument que je vive quelque chose, mais je vais souffrir parce que je suis déjà pas si bien que ça, quoi. Voilà. Donc à vous de voir. Mais c'est pas si simple. Ça veut dire que peut-être que vous avez besoin de vous y confronter pour élaborer quelque chose vous concernant. Mais la souffrance fait partie de ça. Hein. C'est dans cette souffrance-là qu'on élabore. C'est pas, c'est pas dans le bonheur béat et la félicité béate qu'on élabore quelque chose de compliqué et douloureux pour soi. Effectivement, je crois savoir un peu ce qui peut éveiller chez moi. Il y a plusieurs choses, mais après,
Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça, Raphaël. Vous avez plein de pistes, on a ouvert plein de portes là, puis vous allez un peu trier ce qui a du sens pour vous. Donc là, ce que vous me recommanderiez, c'est que je mette moi-même les distances. Au moins le temps de vous sonder vous et que ce soit un peu plus clair pour vous et de pouvoir prendre une décision plus sereinement. Parce que là, vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc il faut sonder son intention, il faut que l'intention soit claire pour que la décision soit bonne. Vous pouvez pas prendre de décision sans intention claire. L'intention n'est pas claire. Donc clarifiez-la, même si elle doit aboutir au fait de se dire « Ok, j'ai peur, à chaque fois que je le vois, je suis très anxieuse, mais je sens quelque chose me dit que je dois vivre quelque chose avec cet homme-là parce que j'ai quelque chose à comprendre. » Bon, peut-être. Mais c'est vous qui saurez qui saurez y répondre. D'accord. Bonne chance à vous, Raphaël. Merci de nous avoir appelés. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir Annick. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors je vous appelle parce que en fait mon histoire ressemble un peu à celle de Raphaël, mais pas tout à fait quand même. Alors j'ai retrouvé au mois de janvier par les réseaux sociaux mon premier amour. Nous avons discuté donc de janvier jusqu'au mois d'août. À savoir que lorsqu'on s'est quittés, on avait 17 et 18 ans et que maintenant on en a 61, 62 quand même. Hein. Ah oui, c'était le premier. Oui. D'accord. Donc on a discuté longuement parce que toute l'année, on s'est retrouvés le 9 août. C'était le coup de foudre, c'est incroyable même. Et puis donc du 19 août jusqu'à vendredi soir, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je pensais même pas que ça existait. Et puis voilà qu'en me ramenant vendredi soir, parce qu'on est séparés aussi, il y a quand même 400 kilomètres entre nous, il m'a dit, mais d'un ton, je sais pas, d'un ton très amoureux, d'un ton comme si que finalement, il savait plus. Il savait plus s'il fallait continuer, il fallait arrêter, il savait plus où il en était, il était perdu, il savait plus. Donc, on s'est quitté vendredi soir, il m'a donc laissé devant chez moi, mais on s'est quitté, on a eu beaucoup de mal à se séparer, quoi. C'était vraiment... C'était pas l'attitude d'un d'un homme qui ne voulait plus me voir, vous voyez, qui me pose là et puis qui s'en va tout content de partir, mais pas du tout, quoi. Il avait l'air quoi, triste, un peu abattu? Il avait l'air triste, il avait l'air, perdu, mais franchement, quoi. Et depuis, donc samedi et dimanche, on a repris nos habitudes d'avant qu'on se retrouve. On a continué à discuter par SMS, mais toute la journée, quoi, de 7h du matin jusqu'à maintenant. Et la seule différence, c'est que dans ces messages, il y a un peu moins de tendresse. Ouais. Et moi, Sophie, je suis paumée parce que je sais plus quoi penser. Ouais. Qu'est-ce que pas tombée amoureuse depuis ma dernière histoire d'amour remonte à 2004. Je l'ai retrouvée, j'ai foncé là-dedans tête baissée et je regrette rien. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe chez lui? Parce que qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'il savait plus, Alors, il est paumé, il sait plus s'il peut vivre encore que, on n'a pas du tout décidé de vivre ensemble, il n'y en a pas question. Oui, d'accord. Nous, on n'a pas 20 ans, donc on a chacun notre chez soi, moi j'ai pas du tout envie de quitter ma maison, lui pas la sienne. Il est quoi? Il est divorcé, veuf? Il est divorcé 2 fois. Depuis combien de temps? 9 ans le dernier. D'accord, donc il était seul quasiment depuis 9 ans. Oui, tout à fait. Et moi aussi, j'étais toute seule depuis 2004. Ouais. Alors, on a beaucoup reparlé du passé, puisque c'est moi qui l'avais quitté à l'époque. Donc, il m'a dit que j'avais mis nos devis en l'air, que j'avais foutu nos devis en l'air. Ça c'est intéressant. Qu'on n'aura jamais d'enfant, que ça aurait pu être autrement. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il m'en... Lui, il est très, très marqué par ce qui s'est passé. Alors que moi, je pensais pas que ça y avait fait du mal comme ça. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas en train, inconsciemment, attention Annick à ce que je vais dire, de se venger, entre guillemets? Alors, je lui ai posé la question. Oui, mais il n'en a pas conscience, Qu'est-ce qu'il a dit? Ça l'a laissé sans voix quand je lui ai dit ça. Eh oui, ça m'étonne pas. Il m'a dit non, mais pas du tout. Je suis très heureuse de t'avoir retrouvé. Je veux pas te perdre, mais pour le moment, Et puis c'est vrai que quand on a discuté là tout le week-end, c'était, on sent bien quoi qu'il a pas envie effectivement
de me lâcher, mais moi je sais plus quoi faire. Alors, est-ce que je dois continuer à être gentille? Enfin, oui, est-ce que je dois faire la tête? Est-ce que je dois... Oui. Je sais plus. Vous avez envie de quoi? Non, mais vous calez pas sur lui. Il n'y a pas un bon comportement à avoir en fonction de l'autre. Il y a vous, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez de quelle humeur là-dedans? Que ça vous fait quoi? À moi, personnellement? Oui. Ça me rend énormément triste, mais je suis sûre que... Oui, mais il faut lui dire. Il faut pas que je lâche. D'accord, mais il faut lui dire et lui montrer que ça vous rend énormément triste. Justement, est-ce que j'ai raison de moi dans dans les SMS que j'échange avec lui, je suis restée pratiquement comme j'étais avant qu'on se retrouve, quoi. J'utilise le même vocabulaire, je suis pas devenue ni plus distante ni plus froide, mais est-ce que j'ai raison? Si vous vous posez la question, poser la question, c'est déjà y répondre. C'est que vous avez effectivement le sentiment que vous n'avez rien changé alors que quelque chose a changé. Et donc, votre posture n'est forcément pas juste. Parce que c'est comme si rien n'avait changé et vous voulez montrer que rien n'a changé. Or, ce qu'il a fait et la façon dont il agit a un impact. Si vous lui montrez que ça n'a aucun impact, il va penser ou croire que quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, ça ne change rien chez vous. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelqu'un qui a beau dire ou agir, mais ça change rien chez l'autre. Inversé, vous diriez quoi? Il faudrait que je sois un peu plus... il n'y a pas une histoire normale, hein. Attention Annick, il n'y a pas de normalité. Il y a quelque chose qui a du sens ou qui n'en a pas, qui est juste ou pas. Voyez, mais je sais pas, Sophie, moi je sais plus si ça a du sens, je sais plus si je dois continuer, je sais plus si je dois carrément couper. Vous sentez quoi, Annick? Arrêtez de raisonner, vous sentez quoi? Vous voulez quoi? Moi, dans le fond de mon cœur à moi? Oui. Mais moi je veux que ça continue, je pense que j'ai raison de faire ça, mais... J'ai raison de faire quoi? De lui laisser un peu de temps, je peux comprendre qu'il soit un peu perdu. Moi, franchement, je le comprends. Parce que vous l'êtes aussi. Moi, je le suis depuis qu'il m'a dit ça vendredi. Avant, je ne l'étais pas du tout. On a vécu un été mais merveilleux. En plus, on est retourné dans sa famille, il est revenu dans la mienne. Alors, peut-être qu'on était trop vite. Alors oui, comme dit Lala, oui, c'est pas forcément une vengeance, effectivement, mais c'est peut-être, oui, une réelle ancienne blessure qui remonte à la surface pour lui après tout ce temps et ça peut le troubler parce que ce qui est certain, Annick, c'est que plus vous allez avancer et construire ensemble, plus et vous me dites que vous êtes heureux ensemble, plus il va mesurer tout ce qui n'a pas pu avoir lieu et il peut vous en vouloir bizarrement. Donc il y a un paradoxe terrible. Bien sûr qu'il vous aime. Bien sûr qu'il est heureux d'être avec vous, mais il est coincé dans quelque chose de terrible et de très ambivalent. C'est plus c'est bien, plus ça me conforte dans le fait que c'était la femme de ma vie. Et finalement, si elle n'était pas partie, aujourd'hui, on serait ensemble. C'est ce qu'il m'a dit la semaine dernière. Oui. Et il n'arrête pas de me parler des... Pourtant, on a chacun deux enfants. Mais il n'arrive pas à élaborer. Alors, Annick, vous allez l'aider. Alors, il faut qu'arriver, mais justement, vous allez en discuter ensemble, vous allez l'aider à élaborer ça, parce que il faut lui renvoyer, d'abord, vous aviez 17 ans, donc il en veut à la jeune fille qui a 17 ans, il peut pas en vouloir à la femme qui en a 61. C'est une chose, celle-là. C'est pas possible, vous voyez, parce que si il annule de 17 à 61, il annule vos vies, alors il en veut terriblement à celle d'aujourd'hui, enfin à celle de 61, d'avoir posé un acte à 17 ans. Donc c'est vous reprocher, c'est pas vous, comment dire, c'est pas vous permettre ou laisser la vie s'écouler. C'est qu'il ferme la porte s'il fait ça. Bien sûr, il en souffre, mais d'être dans ce reproche-là, ça le, comment dire, il n'y a pas d'échappatoire. Il va pas créer d'échappatoire. Alors qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il faut remettre des mots sur la façon dont il refait la vie, parce que lui aussi a une vie pendant ce temps-là. Et il ne peut pas imaginer ou penser, ou j'espère pas, que sa vie était complètement nulle. Lui. Ah si, ça je peux vous dire qu'il le pense. Oui, mais alors c'est trop facile parce qu'il vous en fait porter la responsabilité. Oui, c'est ça qui va pas, Annick. Parce qu'il veut croire que si vous aviez été sa compagne et la femme de sa vie, il veut croire qu'alors sa vie aurait été différente. Et donc vous devenez... On n'en sait rien. Non plus. Non, mais on n'en sait rien. Voilà, juste on n'en sait rien. Et peut-être que vous seriez restés un an ensemble, qu'il vous aurait quitté au bout d'un an. Mais non, mais tout à fait. Voilà, donc il faut que vous l'aidiez à raisonner là-dessus, parce qu'il est en train de se raconter une histoire qui tient pas debout. Et qui vous fait porter une responsabilité que vous n'avez pas. Vous avez celle que vous aviez à 17 ans, mais pas celle d'aujourd'hui. C'est ça qui est pas juste.
Ah oui. De toute façon, quand on s'est quitté à 17 ans, mais il avait qu'à essayer de me récupérer. Enfin, je sais pas. Moi, oui, alors justement, ce que j'allais vous demander, il n'a rien tenté? Ah non. Oui, bon, alors c'est facile. Il n'a rien tenté parce qu'il était persuadé que c'était mes parents qui s'opposaient à cette histoire. Alors c'était pas du tout ça. Enfin, bon. D'accord. Ah oui, donc il retourne en boucle l'histoire de l'époque. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc vous devenez... Et vous savez ce qu'il a fait? Il a même fait une photocopie de mon permis de conduire pour avoir la photo de la jeune fille que j'étais quand j'avais 18 ans. Ouais, c'est embêtant parce que vous devenez un exutoire, c'est-à-dire une façon pour lui de se raconter que vous devenez celle qui l'a empêché d'une certaine manière, je schématise énormément, de vivre la vie qu'il avait à vivre. Non, ça ira jamais entre nous alors. Pas sûr. Je pense qu'il faut que vous lui mettiez les points sur les i à ce niveau-là, en lui disant qu'il y a quelque chose où il ne raisonne de façon pas juste. Et puis la deuxième chose, il me semble que vous devez mettre un petit peu de distance, ou en tout cas lui dire à quel point le fait que vous coincez, qui coince le couple, votre relation là-dedans, vous rend terriblement triste. Et que si il n'arrive pas à dépasser l'horizon de ses 18 ans et de vos 17 ans, vous n'allez pas pouvoir aller très loin ensemble, et c'est bien dommage parce que certes il a peut-être eu une vie pas très heureuse, mais là il est complètement en train de se gâcher la suivante. Donc oui, mais ça, c'est à lui de voir. Soir en discutant Bien sûr. Avant mais parce que je vous dis, quand il m'a quitté, c'est comme si, je veux dire, il était aussi amoureux que quand on s'est retrouvés. C'est ça qui m'étonne, quoi. Il n'avait pas l'attitude d'un homme qui dit bon c'est fini, mais finalement ça marchera pas entre nous, ça marche pas, ou je ressens rien pour toi, mais pas du tout, quoi. C'était impressionnant. Oui, parce qu'il est ambivalent, il est coincé dans quelque chose. Il est coincé dans le réel d'aujourd'hui. Il est heureux de vous avoir retrouvé, et tellement malheureux en même temps. Les deux cohabitent, d'avoir perdu toutes ces années sans vous. Donc il n'arrive pas à résoudre une équation qui ne peut pas en être une. Moi je le ressens aussi un peu ça. La première fois qu'on s'est retrouvés, la première nuit qu'on a passée ensemble, après j'ai eu l'impression d'être arrivée, d'avoir cherché quelque chose toute ma vie, et puis finalement d'être arrivée. Vous voyez, alors il est temps de le vivre alors. Il est plus que temps de le vivre. Moi je demande que ça, mais je peux pas l'obliger. Non, mais il faut l'aider et vous aider tous les deux à passer cette mauvaise passe, parce que lui est un peu coincé dans le passé. Donc il faut que vous puissiez en parler. Justement, il a des sentiments, il est toujours aussi tendre, toujours aussi amoureux. Donc alors à ce moment-là, c'est important de lui tenir la main là, que vous vous teniez bien la main pour passer cette étape qui est une étape difficile pour vous deux, parce que les deux, vous voyez, vous repartez en fait en arrière. Donc vous allez tous les deux vous confronter à votre passé ensemble. Et il y a toujours, vous voyez, Annick, même dans les couples qui se connaissent et se rencontrent sur le tard, avec des amours très flamboyants, même quand on ne s'est pas connu plus jeune, on a toujours cette nostalgie ou cette tristesse de dire si on avait fait des enfants ensemble, si je t'avais rencontré à 20 ans ou à 30 ans et ma vie aurait été différente. Bon. Et on aime aussi se dire ça. Quelquefois, même on peut en souffrir, tellement on a l'impression c'est enfin le bon ou c'est enfin la bonne, d'avoir perdu tout ce temps, bien sûr. C'est pas complètement juste, parce que la vie nous amène les choses au moment où on est prêt. Et peut-être que c'est maintenant que vous deviez la vivre, cette histoire-là. Alors oui, qui me dit peut-être qu'il a peur que le scénario de la rupture se renouvelle et il a peur de souffrir à nouveau. Vous pensez ça, vous? Je sais pas. Non. Ouais. Non, alors, parce que on était sûr de. Oui, vous êtes sûr. Ouais. On est sûr de nous. Enfin, oui. On l'était, quoi. Je veux dire, mais vous l'êtes encore, quand même. Moi, je le suis, lui. Il y a Brigitte qui dit, il doit faire le deuil d'une histoire rêvée, votre vie ensemble. Ça doit être dur pour lui, mais ça peut se faire. Il faudrait que vous soyez attentive à ce qu'il ressent, lui laisser un peu de temps, en parler ensemble. Oui, c'est ce que je fais. Je laisse. Mais ne faites pas comme si de rien n'était, en revanche. Et si vous avez besoin, d'ailleurs, comme dit Sergio, de faire un peu la distance, d'être un peu stratégique, de lui faire sentir peut-être qu'il peut vous perdre, voilà, c'est, comme dit Sergio, c'est votre Mistral gagnant, c'est la nostalgie du passé. Mais il faut que vous soyez juste par rapport à ce que vous ressentez. Ah oui, il y a Joseph qui envoie un très beau message. Il dit, ça me rappelle Vertigo, le héros qui veut retrouver la femme du passé. Il a le vertige, il ne faut pas qu'elle joue le jeu. Ils doivent, à mon avis, repartir au jour d'aujourd'hui. Ouais. Écoutez la sagesse là de Joseph. C'est vrai ce qu'il dit, Joseph. Mais oui, mais comment lui faire
comprendre. Pas lui faire comprendre, le vivre. C'est pas comprendre, il n'y a pas à comprendre, il y a vivre quelque chose. Annick, ça se passe pas dans la tête là. C'est vraiment dans l'ici et maintenant. Donc c'est quand vous embrassez, quand vous prenez les mains, vous regardez les yeux dans les yeux, remettez-le dans le réel, dans l'instant tout de suite. Eh oui, mais j'espère qu'il va revenir. Oui, mais là vous êtes, j'espère, etc. Allez-y, Annick. Vendredi, il m'a pas dit quand est-ce qu'il revenait. Il m'a dit. Eh ben, appelez-le et demandez-lui de le voir. Voilà. Et on n'arrête pas de. Eh ben non, vous lui donnez un rendez-vous. Promis, Annick, et vous me tenez au courant. Bien sûr, parce que ouais, donnez-lui rendez-vous. Et vous devez vous parler, qu'il vous échappe plus, parce qu'il vous échappe là. D'accord ? D'accord. Allez, Annick, bon courage à vous. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. La libre antenne se poursuit sur Europe 1 en direct et avec vous. On s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies. On prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir et c'est Valentine Gelin qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Alors, avant d'accueillir Sonia dans la libre antenne, un message pour vous, Annick, qui vient d'être envoyé par Brigitte et qui me semble vraiment important à partager avec vous, si vous nous écoutez toujours. Brigitte qui dit « Je trouve bien normal que cet homme réagisse comme ça, c'est complètement humain. Il a besoin de temps pour élaborer cette situation et que l'auditrice lui manifeste toujours son amour, bien sûr. » Je pense que c'est important que vous entendiez ça, Annick, parce que ça vous a un peu déstabilisé, mais tenez bon, puisque ça a l'air aussi important pour vous. C'est peut-être à vous d'être rassurante et d'être un peu de tenir la barre du bateau dans la tempête. Et puis Monica qui dit avec beaucoup d'humour, c'est vraiment le monde à l'envers, avec des retraités amoureux comme des ados et des jeunes femmes distantes de leurs sentiments comme des mémés, dit Monica. Voilà, peut-être le monde à l'envers ou les âges à l'envers, qui sait. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je voudrais effectivement dire à la jeune femme qui a appelé avant. Raphaël, oui. Il faut qu'elle s'accroche. Qu'il faut qu'elle s'accroche. Peut-être Annick aussi, il faut qu'elle s'accroche, non, les deux? Oui, oui. aux deux femmes, donc. Oui, c'est ce que vous le conseillez. Moi, je vous appelle parce que je souffre, je crois, de bore-out. Oui. Donc, je m'ennuie considérablement dans mon travail. Oui. Puisque je suis professeure dans l'éducation nationale et je travaille effectivement 3 heures avec des élèves au lieu des 18 heures que je suis censée faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous a pas mis assez de cours cette année ou comment ça se passe ? C'est la 3e année que c'est comme ça. D'accord. Et en fait, on ne vous donne pas... Vous êtes professeur de quoi, Sonia ? Histoire-géographie. Histoire-géo. Et donc, vous avez quoi ? Pas assez de classe alors ? Ben non, parce que je suis pas titulaire d'un poste. Je sais pas si vous connaissez un peu le système d'éducation nationale. Oui. Mais je suis titulaire d'une zone de remplacement, donc je peux être appelée à tout moment à faire des remplacements à 1 heure de chez moi ou un quart d'heure, ça dépend. D'accord. Mais depuis 2 ans, j'ai pas été appelée, pas du tout. Donc depuis 2 ans et c'est la 3e année, j'ai quelques heures de cours. Et puis, je fais 18 heures de présence, certes, mais pour pas grand-chose, quoi. Parce que vous devez être là, vous devez être dans le lycée, dans l'établissement, voilà. Pour s'il y a un prof qui est malade ou qui peut pas venir pour assurer les cours. D'accord. D'accord. Ça veut dire que cette situation de remplacement ne vous va pas ? Est-ce que vous pourriez trouver un poste de titulaire ? Alors, c'est là où la question se pose, puisque j'ai des filles, une de 16 ans, l'autre de 18 ans.
Oui. J'ai passé 8 ans en Outre-mer. Et je me dis que d'ici 4-5 ans, quand ma deuxième fille aura 2 ou 3 ans après le bac, je pourrais repartir Outre-mer. Parce que vous étiez bien là-bas. Il faut que je cumule des points. Oui, j'étais bien là-bas. Oui, d'accord. Il faut que vous cumuliez des points contrairement au privé, l'éducation nationale ne favorise pas du tout la mobilité. Donc, plus on bouge et plus on perd des points. Donc, voilà, si je ne bouge pas, je cumule des points. D'accord. Bon, alors, mais là, dans la situation, certes, donc vous avez donc pas mal de temps libre. De temps libre, entre guillemets, parce que c'est de la présence, c'est bien ce que vous avez dit. D'accord. Tout à fait, oui. Ouais. De quelle façon vous pouvez l'utiliser ou quelle créativité vous pouvez mettre en œuvre pour utiliser à bon escient et pas mourir d'ennui, comme on dit qu'on se meurt d'ennui, et pas mourir d'ennui. Quand je suis là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, cette année, je me suis enfin inscrite à 2 choses. À la Croix-Rouge en tant que bénévole. Donc, je vais commencer la semaine prochaine les premiers cours. Et puis, je suis suivie par un psychiatre qui m'a donné une adresse pour faire de l'ergothérapie en hôpital de jour. Ça, c'est pour en termes de soins, pas en termes de formation. Oui. Pour vous aider parce qu'il vous sent un peu dépressive, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. La situation au travail m'a déprimée pas mal, oui. Oui. En même temps, parce que si vous me parlez d'avant, donc du passé, qu'est-ce qui vous rendait heureuse au travail? Quels sont les ingrédients quand vous êtes dans votre travail qui font que vous vous y sentez bien et que vous n'étiez pas en dépression? Le fait que les élèves réussissent. D'accord. Quand j'arrive à les passionner. D'accord. Est-ce que du coup, vous pourriez, dans votre discipline, justement, je ne sais pas quel niveau de classe vous avez, au lycée ou au collège vous avez? Non, je suis au lycée. J'étais seconde. Seconde, d'accord. D'avoir des classes, du coup, à disposition d'élèves intéressés par la matière et qui rencontreraient des difficultés et sur lesquels vous pourriez proposer par petits groupes, puisque vous, ce qui vous ressource et vous énergie, c'est quand vous avez l'impression qu'ils sont passionnés et que ça les intéresse. Est-ce que vous pourriez mettre tout votre intérêt aussi pour votre matière, qui doit sûrement vous passionner, envers les jeunes? C'est pas moi qui fais mon emploi du temps, c'est le proviseur adjoint du lycée. Je lui ai proposé justement des dédoublements de classe pour alléger les effectifs de mes collègues. Et il a refusé. Il m'a dit de faire l'assistanat, si je puis dire, avec un autre professeur qui, lui, a sa classe de faire de l'assistanat avec un autre... de faire à 2 collègues, c'est ça? Oui, voilà, oui. Et vous, ça vous dit rien? En fait, je leur sers à rien. Ils connaissent leur job et ils savent très bien le faire. Et pourquoi vous pensez que le proviseur veut que vous soyez 2? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Vous voyez quel rapport vous entretenez Est-ce que... Il est nouveau, il vient d'arriver dans l'établissement, donc je le connais très peu. Oui, vous ne vous connaissez pas encore, d'accord. Il a peut-être besoin de prendre ses marques et d'avoir l'impression du coup d'être là plus avec les professeurs qui sont là en permanence, enfin pas les titulaires. Oui. C'est vrai que je suis amenée à être appelée n'importe quand. Donc, je comprends aussi. Et un petit club, comme le dit Monica, on avait la même idée en même temps, des cours de prépa au bac par exemple, sur le programme d'histoire géo pour les terminales. Des cours au lycée Oui, au lycée. Oui, ouvert aux terminales qui veulent s'entraîner pour le bac sur les sujets d'histoire géo. Oui, ça pourrait être une idée, oui. En fait, ce que je cherche là avec vous, Sonia, c'est à repérer qu'est-ce qui nous aide quand on est malheureux dans son travail. C'est qu'on sait qu'à une période, on y a été bien. On va admettre qu'il y a une période où on y a été bien, on a aimé. Et c'est important de se dire qu'est-ce qui faisait
dans ce travail, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai mobilisé, qui fait que j'étais bien, heureux, en ressources, que je sentais pas ma fatigue, que je comptais pas mes heures, que j'avais de l'intérêt, que je me levais le matin contente de ma vie, etc. Et ça, c'est à l'épuiser. Vous me dites, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est quand je me les élève en situation de réussite. Et vous êtes dans un lycée, ça veut dire dans un lycée des terminales avec un bac à la fin de l'année. Il faut que vous preniez en main votre ennui pour y apporter une solution, parce que manifestement c'est pas l'établissement où vous êtes qui va le faire, c'est pas non plus l'éducation nationale. Donc là vous êtes confronté peut-être à un moment de votre vie où vous devez pourvoir toute seule à votre ennui, justement, en faire quelque chose. Oui, c'est une bonne idée, oui. Oui, donc ça vous le sentez, tant mieux. Écoutez, parce que ça peut être ça peut être de préparer, je sais pas, d'écrire des documents. Ça peut être un cours de. Non, ça j'ai passé l'âge. Ouais, vous avez passé l'âge, je comprends. Écoutez, Sonia, vous tentez ça, puis vous nous donnez des nouvelles si vous voulez. Mais essayez de repérer vraiment ce qui vous rend et ce qui vous fait plaisir au travail. Ça me semble vraiment important. Je vous remercie. Merci de nous avoir appelé, Sonia. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Comment ? Bienvenue. Merci, oui. À vous aussi. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Oui, je voulais parler de la tristesse. Oui. J'ai 52 ans. Oui. J'ai un fils charmant comme tout. Je comprends pas très bien d'où vient cette tristesse. Oui. Le fils charmant comme tout, c'est la source de joie, lui. Oui. Oui. Et ça fait longtemps qu'elle est là, la tristesse, dans votre ciel ? Justement, là, ça fait à peu près 2 ans. Bon, je suis en dépression, ça je vous le dis tout de suite. Oui, c'est ça qui fait que vous êtes triste aussi. Oui. Jannick, depuis longtemps, vous êtes en dépression ? Depuis toute petite, mais en fait, j'avais toujours des ressources. Et je ne le savais pas que j'étais en dépression. Et donc j'ai fait une psychanalyse à 26 ans, 2 fois par semaine pendant 8 ans chez un très très bon psychanalyste. Et ça s'est arrêté. Et parce que j'allais mieux. 2 ans après, j'ai ma meilleure amie qui est décédée d'un cancer, qui avait 38 ans et qui laissait 4 enfants tout seul. Ensuite, il y a eu ce chagrin à avoir. Avec mon fils, il y a eu quelques petits soucis, voilà. Et après, j'ai rencontré... en amour, j'ai toujours été heureuse, voilà. Et j'ai heureusement revu une psychanalyste qui, pendant 5 ans, quand ma meilleure amie est décédée, parce que j'étais perdue. Et ça s'est arrêté au bout de 5 ans parce qu'elle était à la retraite. Et maintenant, mon neveu de 22 ans est décédé, ça fait 6 ans, un accident de voiture, pas de son fait. Et mon fils aussi a eu un grave accident, ça fait 10 ans. Et il a failli mourir, mais heureusement, il n'est pas mort. Et je me dis, j'ai 52 ans, j'ai acquis ce qui est bien avec l'âge, une certaine maturité. Par contre, les illusions, elles sont parties. Et voilà, j'en suis là, en fait. Qu'est-ce que vous avez, Jannick, élaboré au cours de vos... Donc, un long épisode en analyse pendant 8 ans, vous dites, puis vous avez repris un travail avec un psychiatre. Est-ce que vous avez un peu compris d'où venait cette
profonde mélancolie. Vous êtes peut-être un profil, on parlait de la mélancolie plutôt que de la dépression du 19e siècle. Et c'est quelquefois un trait du caractère qui se dévoile assez jeune, parce qu'en même temps, vous dites, j'ai toujours été heureuse en amour. Et dont on disait au début de cette émission que c'est souvent une de nos grandes causes de souffrance. Vous avez donc un fils avec lequel vous entendez bien. Donc, en ce qui concerne vos proches, la cellule que vous avez créée de sentimentale, elle a l'air stable et heureuse, cette cellule-là. Donc c'est certain que votre tristesse ou votre mélancolie vient de bien plus loin ou bien d'ailleurs. Mais est-ce que les 8 années ont permis que vous compreniez et quand je vous écoute, je me dis et comment se fait-il que tous ces éléments heureux dans votre vie ne vous aient pas donné suffisamment de ressources, de ressorts pour chercher un peu de lumière dans votre vie, pour y faire entrer la lumière? Eh bien, en fait, je pense justement, c'est pour ça que je me permets de vous appeler, parce que je me suis dit, j'ai eu une enfance un peu chaotique et assez triste. Et donc, mes parents ont eu 5 enfants. J'ai eu un petit frère qui est décédé à 3 semaines et moi, je suis l'aînée. Oui. Donc, des parents qui sont, des adultes, mais vous savez, il y a des papas et des mamans qui ne sont pas faits pour être parents. Oui. Oui, voilà. Pas fait, en tout cas, qui facilitent pas la vie. Voilà. Voilà. Et donc, ma maman, avec mon papa, ils se tapaient dessus tout le temps. Et bon, moi, je devais gérer mes frères et mon frère et mes sœurs. Et beaucoup de violence, mais vraiment beaucoup. De violence. Et psychologique, c'est la pire, je crois, parce que moi, on peut me taper, c'est pas grave, mais il y a des mots qui cinglent toute une vie. Et donc maintenant, je me dis, est-ce que c'est pas cette petite fille, parce que j'avais tellement envie d'être reconnue, d'être aimée, d'être comme tout enfant, en fait. Sûr, oui. Voilà, et en fait, j'ai tout ça maintenant adulte, et je suis aimée par les hommes que j'ai eus, et j'ai des amis qui m'adorent, je veux dire, j'ai beaucoup de monde qui m'aime autour de moi et que j'aime, mais je sais pas, c'est comme si c'était trop tard. Oui, c'est terrible de vous entendre dire ça, parce que en fait, vous avez fait exactement ce que doit faire un adulte pour son propre enfant, sa propre enfance, c'est-à-dire pourvoir à ce qui a manqué et réparer autant que faire se peut. Mais quand on parle de réparation, le mot qui vient bien sûr, c'est résilience, c'est-à-dire de dire voilà, j'ai eu telle et telle souffrance dans mon enfance, des parents peu adaptés à moi, on va dire, ou voire pas du tout, et j'ai construit quelque chose qui me convient bien, voilà, et qui fait que vous dites j'avais tellement envie d'être reconnue, aimée, et aujourd'hui je le suis. Et malgré tout, et vous dites comme si c'était trop tard, mais c'est le bon moment dans sa vie d'adulte pour le faire. Trop tard, non. C'est que simplement tout ce que vous avez construit, on a un peu le sentiment quand on vous entend qu'il y a quelque chose de clivé, de séparé entre d'un côté une enfance, le pont se fait pas entre les deux, entre une enfance excessivement malheureuse et violente qui est toujours aussi vive, et puis la vie d'une adulte qui s'est, ma foi, plutôt bien construite et de façon sereine et heureuse, et les deux ne communiquent pas. Il y a une cloison étanche. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un mur. Oui, c'est ce que j'entends. Et ce mur, il y a quelque chose peut-être à voir. Alors, parce que en fait, vous m'avez parlé, dans la tristesse que j'entends, vous m'avez parlé de choc lié à des deuils, et notamment du décès de votre meilleure amie quand elle avait 38 ans, de ce neveu de 22 ans, de l'accident de voiture de votre fils où j'imagine que vous avez cru le perdre.
Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas dans votre tristesse quelque chose d'irrémédiablement lié à la mort, comme si tout ce que vous viviez, tout le bonheur que vous vivez, vous ne pouvez pas en profiter parce que de toute façon, il va vous être retiré. Est-ce qu'elle n'est pas là, votre tristesse? Parce que vous allez mourir ou quelqu'un de proche va mourir ou on dirait qu'il y a quelque chose lié à la mort chez vous. Moi, je voudrais mourir pour plus souffrir. Tellement vous souffrez. Oui. Oui, parce que je suis une personne qui est qui est gaie. Je suis une personne d'un naturel rieur, blagueur. J'ai même un humour assez noir. Et je me suis aperçue petit à petit que j'ai perdu le rire. Bah oui, parce que là, il s'entend pas du tout votre tempérament. Non, il s'entend pas là. Non. J'ai perdu aussi malheureusement le sourire et bon il y a que les enfants. Oui, vos enfants. Non, moi j'ai plus d'enfants, mais je connais des personnes qui ont des enfants autour de moi. Dès qu'ils me voient, c'est Yannick, qu'ils aient 5 ans, 10 ans ou 13 ans. Vous avez toujours votre fils, vous me dites que vous n'avez plus d'enfants. Il vit plus avec vous. Mais... Oh là là, il est grand, mon fils, il a 30 ans. Il a 30 ans. Oui, donc il fait sa vie. On se voit régulièrement. J'ai aucun problème avec mon fils. Il a une chérie, tout va bien. Je m'entends bien avec son amoureuse. Voilà, je suis très contente pour eux. Mais ce rire, c'est ça qui me rend triste, c'est que j'ai beau regarder des spectacles comiques. Avant, j'adorais ça, je regardais du théâtre et tout. Avant quoi? C'est quoi le avant et le après, d'après vous? Il y a eu un avant et un après? Ah ben oui, très bonne question. Avant quoi? Je ne sais pas. Peut-être avant la mort, peut-être. Avant la mort de votre neveu, de 22 ans? Oui. Il est mort quand, votre neveu? Il y a 6 ans, c'est ça? Oui. Oui. Et 22 ans, c'est... Oui. Dans son accident, il a eu son meilleur ami qui est décédé aussi. Et ça me travaille beaucoup parce que je me dis, connaître la mort si jeune, c'est... Enfin, voilà. Ouais. Et je sais pas comment... J'arrive même plus à faire semblant d'être gay, vous voyez. J'arrive même plus à faire... à donner la répartie. Et avant, oui. Oui. J'ai beaucoup caché. Maintenant, je n'y arrive plus. Même quand je vois mon fils, pourtant je suis heureuse de le voir, je le serre dans mes bras, on parle et tout, mais j'ai... Vous m'avez dit que votre maman, vos parents avaient perdu un enfant à la naissance, c'est ça? Oui, mon petit frère, oui, il avait 3 semaines, mais il n'était pas de mon papa, donc voilà. Et votre maman, ça l'a rendue très, très, éventuellement dépressive, enfin très, très triste? Justement, avec mes sœurs, un jour, on a parlé toutes les 3 d'Alex, et toutes les 3, on a eu la même impression, parce que c'était les années 70, donc c'était quand même assez compliqué. Il n'y avait pas l'avortement, il n'y avait pas tout ça. On a eu l'impression qu'elle l'avait étouffé. Mais sans s'en être jamais parlé, c'est ce qu'on on a dit toutes les 3 en même temps. Et donc, il y a quelque chose qui flotte là, dans la famille, en tout cas, en vous. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de l'angoisse de mort qui flotte en vous. Et que je cherche à cerner, à regarder si c'est très très loin comme ça, du côté de ce petit frère, qui ferait écho au neveu, qui est mort si jeune. En tout cas, moi, tout ce que j'ai toujours su, c'est que ma mère avait le droit de vie ou de mort sur moi. C'est très angoissant, ça. Oui, c'est très angoissant.
Et à 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide, mais c'était un appel au secours. Hein, je voulais pas mourir. C'était pour que mes parents ils se rendent compte que je n'en pouvais plus. Parce qu'un jour, j'ai piqué une crise de nerfs et j'ai dit à ma mère, mais j'en peux plus, j'en ai marre. C'était avant de faire ma tentative et elle m'avait dit, si t'es pas contente, tu prends la porte. Donc je m'étais dit peut-être que en faisant ça, elle va comprendre. Et quand elle est venue me voir à l'hôpital, elle m'a dit mais comment je vais faire maintenant si je peux plus te faire confiance. Bon là je m'étais dit ça servait à rien ce que j'ai fait, elle a rien compris quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas droit de vie ou de mort. C'est vous qui l'avez compris ou élaboré comme ça. Je me demandais, les 8 ans d'analyse vous ont aidé, j'imagine, à élaborer quelque chose. Vous voyez, comment vous expliquez que vous dites, voilà, je fais 8 ans d'analyse, et très jeune, hein, et donc, voilà, donc à 26 ans, donc 8 ans plus tard, vous en avez 34, vous êtes déjà maman d'un garçon, vous dites que vous avez été ou vous êtes heureuse en amour, et là, depuis, alors je sais pas depuis quand vous datez, à peu près 5-6 ans, une immense tristesse vous envahit, et vous êtes de nouveau plombée, suivie en dépression. Quel est le fil de votre histoire que vous voyez apparaître quand vous reliez les événements, le travail sur vous? Je me dis, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question. Non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a qu'on cherche ensemble à comprendre. Oui, je me dis que cette psychanalyse m'a aidé à comprendre ce que j'ai déjà évacué toutes les grosses souffrances que j'avais. Déjà, à déposer les bagages, bien sûr. Oui, voilà. J'ai déposé les bagages. Forcément, il y a des petites choses qui reviennent, mais c'est léger. Bien sûr. Donc ça m'a aidé aussi à permettre de comprendre mes parents. Les affiliations, enfin de comprendre tout ça. Mais ça n'excuse pas. Non, bien sûr. Certains comportements. Bien voilà. sûr. Non. Donc j'en suis là et je me dis, est-ce qu'il aurait mieux pas valu que je reste dans l'incrédulité dans laquelle j'étais? Parce que là, j'ai l'impression que je suis tellement... je sais même pas comment vous dire. Oui, j'attendais que vous disiez le mot tellement. Il va être important ce mot, je le sens. Vous diriez tellement quoi? Oui. Tellement... je sais pas, tellement quoi... tellement triste, hein. C'est... Enfermé. J'ai le mot qui me venait, enfermé. Oui, enfermé. Emprisonné. Oui, voilà. Oui, je suis en prison. Oui, je suis en prison. Oui, quand vous dites je veux plus de cette vie, je me sens enfermée, je donne le change, je porte un masque. Hein, il y a une prison à l'intérieur, il y a quelque chose de fermé. Oui. Jannick, en fait, peut-être, hein, et c'est une voie, c'est que, vous savez, on passe des étapes de croissance différentes dans la vie, et ce sentiment peut être très décourageant pour vous, de vous dire, arrivé à 52 ans, j'ai fait un travail sur moi, j'ai traversé des deuils douloureux, j'ai pu construire une vie de famille et des histoires de couple heureuses, ou une histoire de couple heureuse, et je me débarrasse pas d'un immense manteau de tristesse depuis quelque temps. La tristesse, c'est quelque chose qui vient toquer à notre porte pour nous dire à quel point on est vivant, justement. C'est quelque chose, c'est un travail qui est en train de s'élaborer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'élabore. Dans la tristesse, c'est un peu comme une forme de solitude à l'intérieur, de froid. Un peu comme le froid de l'hiver où tout se passe sous la terre et où ça élabore quelque chose pour le printemps. Il me semble que vous élaborez quelque chose sans doute qui a à voir avec la mort et avec l'angoisse de mort, qui a peut-être été, voilà, pas encore complètement découvert, ou voilà un trajet, voilà en thérapie vers lequel vous pourriez aller. Il est peut-être temps d'ouvrir
cette boîte-là ou cet endroit-là, et on l'a bien entendu tous. Et peut-être qu'elle est là, cette tristesse en vous. En soi, c'est pas forcément que ça vous plombe, hein, je l'entends, et que vous le viviez comme un enfermement, mais vous pourriez considérer que cette tristesse est un enfermement qui mûrit quelque chose, d'autre chose. C'est ce que dit, oui, je vois le message de Joseph qui dit, il est peut-être temps de lâcher, après tout ce travail, il doit porter ses fruits comme après une greffe, c'est un passage qui est salvateur. Je pense qu'Annick a tout simplement mûri et qu'il est temps de vivre. Ah oui, alors ça, je ne sais pas faire. Vivre, vous ne savez pas faire? Non. Vous croyez qu'il y a un mode d'emploi? Pardon? Non, je ne crois pas qu'il y ait un mode d'emploi. Il n'y en a pas, hein? Non, il n'y en a pas. Parce que survivre veut dire passer en force, s'obliger à vivre, finalement. Décider qu'on va vivre, décider qu'on va sourire, décider de tout. Mais c'est ne pas faire confiance à ce moment-là. Si on décide de tout, on fait confiance à personne. Donc on fait pas confiance à la vie. La vie, on nous l'a donnée, on n'est pas forcément allé la chercher d'ailleurs. Et quelquefois, effectivement, on s'en serait bien passé, mais enfin, elle est là. On peut peut-être décider de lui donner sa chance. Il y a Cathy qui demande, vous vous sentez vide, presque morte, ou à froid et à nu? Est-ce que vous faites la différence d'ailleurs? Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous vous sentez vide, presque morte, ou à froid et à nu, demande Cathy. Non, vide et presque morte. Oui. Donc il n'y a plus d'énergie, la flamme s'éteint. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'air. C'est exactement ça. Oui. Il y a Liso qui dit comme une mauvaise porte interne fermée, une porte vitale, sûrement fermée pour se protéger, impossible à réouvrir, elle n'a pas ou plus la clé. C'est possible, c'est possible. Mais du coup, vous voyez, laissez-la, cette porte-là, parce que vous pensez qu'il y a un trésor, enfin qu'il y a une porte refermée sur votre énergie. Or, manifestement, quand vous racontez votre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le réel, encore une fois le réel, un enfant qui va bien, des enfants qui, quand ils vous voient, sont heureux, vous parlez d'amour autour de vous, d'amis autour de vous, il y a un réel heureux. Et ce réel, vous n'êtes pas là pour lui. Il est là, mais vous n'êtes pas là pour ce réel. Oui. Mais ça, vous pouvez le décider, ça. Le mental, il est fort. À quoi joue votre mental avec vous? Parce que si le réel, il vous offre tout ça dans votre vie, c'est bien qu'il a envie de vous tirer par la manche et de vous dire « regarde ». Mais regarde donc. Oui. Peut-être que c'est une forme de contrôle. Je pense, moi. Oui. Une forme de contrôle et de complaisance, peut-être, d'une certaine manière, et permettez-moi ce mot, dans votre passé, dans votre mélancolie. Vous savez, mélancolique. Alors, oui, tiens, je vous conseille un joli livre. Tiens, j'ai une idée qui me vient comme ça. Vous allez lire le livre d'un philosophe, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et le livre s'appelle Les penseurs tristes. Je crois bien. De toute façon, je vérifierai parce que je vous dis ça de mémoire. Et c'est Frédéric Schifter, qui est d'ailleurs par ailleurs prof de philo. Alors, c'est Le charme des penseurs tristes. Voilà, j'ai retrouvé. Et c'est Frédéric Schifter, l'auteur, SCHI2FTER. Je le mettrai sur la page Facebook de l'émission. Et effectivement, voilà, il parle, il élabore autour de cette tristesse parce qu'il dit que la joie quelquefois occulte le tragique de notre existence. Et vous avez le sens du tragique. Et sans doute que la joie vous empêcherait d'avoir accès à ce sens du tragique. Alors c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas que vous soyez ou dans le tragique et la mélancolie ou dans la joie, mais peut-être d'allier les deux. Et c'est pour ça que ce livre pourrait vous aider à comprendre sur le plan philosophique comment vous pourriez allier et la joie, c'est-à-dire votre réel, ce que vous offre votre réel, et puis ce qui vous habite à l'intérieur, qui est de la mélancolie. La mélancolie, elle fait des merveilles en créativité quand on l'écoute. Hein. Oui. Si vous vous enfermez pas dedans, si elle devient pas narcissique, vous voyez.
Oui, j'entends bien. C'est Valet de Cœur qui dit Michel Sardou a chanté cette magnifique chanson, l'acteur Vivre et mourir en alternance, vivre et mourir en permanence. C'est un peu votre histoire. Oui, complètement, oui. Et pourquoi pas être dans cette alternance ou plutôt ce et que ce où. C'est pas où j'ai de la joie, où je suis triste et mélancolique et ma vie me pèse, mais ma vie a des bons côtés. Et vous les savez, vous les connaissez. Et puis ma vie aussi a ces zones d'ombre et d'immense tristesse que je traverse comme des déserts. Et là-dedans, j'ai froid, je suis nue et je me sens vide et presque morte. Pour reprendre les mots de Cathy. Oui. Bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir parlé. Oui. J'espère que ça aura un peu éclairé vos ténèbres. Chère Jannick, qu'on aura mis un peu de lumière dans toute cette tristesse. Parce qu'on peut beaucoup pour soi. On peut aussi secouer ces grandes ailes-là de tristesse et puis regarder dehors, regarder votre vie, regarder la réalité. Oui. C'est important. Et de garder aussi votre mélancolie pour peut-être pour écrire, pour en faire quelque chose. Oui, c'est ce que je fais. Je dessine beaucoup. J'ai des périodes où je dessine beaucoup et ça me plaît. Là, je suis heureuse. Vous voyez, c'est important ça. Ouais. Oui, vous avez besoin justement ce tragique de l'existence qui quelquefois nous étreint, nous prend aux tripes. Quand on le ressent en tant qu'être humain et ça nous arrive à beaucoup d'entre nous, alors le mettre en mots, le mettre en image, en faire quelque chose. Oui, voilà. C'est vraiment important, bien sûr. Sinon, la vie est impossible. J'ai envie de vous dire que la vie est impossible, sinon, d'une certaine manière. Il y a Romain qui dit c'est peut-être votre passé qui est mort. Vous êtes peut-être en train de revivre. Voilà. Oui. Merci. Ça vous rend très triste alors. Ça vous rend très triste que votre passé soit mort? Ah non, parce que justement, j'ai tellement compris de choses que parfois il y a des petits souvenirs qui reviennent et c'est des souvenirs joyeux avec mes sœurs. Vous voyez, donc c'est pas. Et du coup, ça vous rend triste? Ah non. Que ce soit mort. Non, parce qu'on. Et alors pourquoi la phrase c'est votre passé qui est mort vous fait dire comme si vous aviez trouvé le Graal? C'est par rapport à mes parents. Enfin, maintenant, je suis grande, donc je ne suis plus la petite fille qui doit subir. Oui, mais comme vous dites que vous êtes tout le temps triste. Oui. Donc le passé n'est pas mort, manifestement. Oui, c'est paradoxal, c'est vrai. Il y a un auditeur qui dit j'entends de la complaisance, oui. Parler de suicide et tout bien élaboré d'une voix douce me semble de biais, un peu comme un poète maudit. Il y a de ça. Je comprends pas très bien. En fait, il y a quelque chose de un peu du poète maudit dans vos propos, parce que c'est vrai que vous élaborez tout avec énormément de douceur en parlant de votre difficulté de vivre et de votre immense tristesse, tout en disant que votre réel est heureux. Et donc il y a quelque chose un peu qu'on ressent chez les poètes, et comme c'est pour ça que m'est venu effectivement ce livre, Le charme des penseurs tristes. Mais voilà, sans doute qu'il y a quelque chose chez vous à découvrir ou à comprendre. Et cette tristesse, c'est sans doute le signe que quelque chose s'élabore. Moi, il me le semble en tout cas. C'est ce que dit le poète Rilke, que je cite souvent. Que la tristesse, est comme un vide à l'intérieur duquel s'élabore quelque chose en nous. Ouais. Et que la vie nous fait signe quand on est triste. La vie nous fait signe. Je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on s'est dit, Jannick. Oui, je vous remercie beaucoup, Sophie. Avec toutes ces petites pistes, et puis voilà. Et de continuer à tirer les fils. Et je vais lire Le charme des penseurs tristes. Ouais, je pense que ça vous plaira beaucoup, et j'aime beaucoup ce prof de philo qui écrit très très bien. Et tous ses livres sont formidables d'ailleurs. D'accord. Merci à vous, Jannick. Au revoir. Merci d'avoir entendu. Merci. Au revoir, Sophie.
Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sophie. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, merci beaucoup de prendre mon appel. Moi, je suis une fidèle de l'émission que vous avez rejoint après. Et j'écoute régulièrement et je vous apprécie beaucoup. Donc voilà, j'appelais parce que j'aurais aimé discuter, avoir votre point de vue sur ma relation avec ma fille. Oui. Alors, que j'ai du mal à expliquer. Alors voilà, ma fille a 30 ans, elle s'est mariée il y a 15 jours maintenant. Et j'ai une relation difficile avec elle depuis longtemps, disons que depuis qu'elle a 12 ans. Alors, j'ai quelques éléments. C'est vrai que... Oui. Pourquoi 12 ans, justement? Il s'est passé quelque chose à 12 ans? Je dirais que... Oui, alors déjà, elle est issue d'un... Oui, à 12 ans, j'ai quitté son papa. Et j'ai été vivre avec une autre personne et avec un... Oui, j'ai quitté son papa et je me suis remariée. À 10 ans, elle avait 10 ans. Mais en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu une histoire difficile avec son père, avec beaucoup d'agressivité et de violence. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie à un moment donné. Et oui, après, quand j'ai revécu, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ce qui a été... Cet homme a beaucoup aimé mes enfants, énormément. Et je pense que je suis allée avec lui pour ça, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il acceptait mes enfants, que j'avais qu'une peur, c'était de perdre mes enfants. Et je me souviens de 12 ans parce que c'était la puberté à ce moment-là pour elle. Et j'avais des amis qui me disaient que c'était la puberté et que ça s'arrangerait. Oui, c'était la pré-ado et que tout ça était très normal, quoi. C'est ça? Voilà, tout à fait. Or, elle a toujours eu cette violence en elle. Toujours, même enfant, enfin, il y avait une espèce de moment de crise, de cris, bon, très bien. Il se trouve que avec son père, j'ai eu 2 enfants et qu'elle a été adulée par son père qui lui-même était déjà marié. Enfin, c'est une histoire très très compliquée. Qui lui-même était déjà marié quand je l'ai connu, il avait déjà 3 enfants. Suite à l'épisode, on va dire dramatique que j'ai vécu avec lui, j'ai fait une dépression et j'ai été suivie. Et j'ai été amenée à faire une analyse également pour essayer de comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Et j'ai fait une analyse pendant 7 ans. Et donc, après, j'ai vécu avec cet homme. Et ce qui se passe, je vais essayer de raccourcir un peu tout ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai quitté cet autre homme également, à un moment donné, quand elle avait 20 ans. Et quand je suis partie, elle m'a dit que, de toute façon, si je partais, elle ne viendrait pas avec moi. Et je me suis retrouvée seule, ce qui était une très bonne chose. Enfin, je suis partie pour me retrouver seule, en fait, pour me dire que ma vie n'avait pas de sens. Et j'avais eu un enfant aussi avec cet homme, donc j'ai vécu avec lui. Bien évidemment que j'allais vivre avec ma fille, même si je dois avouer que je redoutais un peu de me retrouver face avec elle parce qu'il y a eu des épisodes vraiment très difficiles. Mais elle a fait le choix de rester avec son beau-père. Ça, c'était quand elle avait 20 ans. Aujourd'hui, elle s'est mariée il y a 15 jours. J'ai tout fait pour faire en sorte que ce mariage se passe bien. Bon, il y a eu un événement entre-temps, la semaine d'avant, elle s'est cassé l'épaule, donc c'était vraiment très ennuyeux. Donc j'ai été proche d'elle. Pour moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de l'aider, d'être présente et autres. Et la semaine dernière, en fait, quand je l'ai revue, elle a fait une crise pour me dire encore une fois que j'avais été nulle, que tout ce que j'avais fait c'était pas bien, d'une agressivité et d'une violence incroyable. Et là j'ai dit stop. J'ai dit stop. Je lui ai écrit une lettre, pas une lettre, je dirais c'est plutôt une lettre d'amour que je lui ai écrite, parce que je pense que à un moment donné il faut grandir quoi. Elle a 30 ans maintenant.
On a tous eu nos parents, on a tous des choses à reprocher, je crois qu'on a tous notre chemin à faire. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'agresse comme ça et qu'est-ce qu'il y a derrière. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Je ne l'agresse pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'avant, quand elle le faisait, je voyais son père. Oui, moi, il me semble, Sophie, que en fait, votre fille vous en veut énormément. Mais vraiment beaucoup, elle vous le fait payer, on va dire, symboliquement, d'avoir quitté son papa quand elle avait 10 ans, même si vous êtes la mère, donc vous avez, enfin l'épouse, vous avez quitté un homme violent, vous dites, et en plus cette petite fille était donc adulée par cet homme, par son père. Oui, donc vous êtes celle qui a mis fin à cette grande histoire d'amour entre elle et son père. Vous lui avez après mis dans l'éducation un homme auquel elle s'est peut-être attachée, que vous quittez de nouveau quand elle a 20 ans, et là elle vous en veut de nouveau. Donc elle vous en veut successivement de lui avoir ôté les hommes de sa route, en fait, de son chemin d'enfant. Il faut, ce qui serait bien, Sophie, et j'avance parce que malheureusement il nous reste peu de temps, c'est bien de lui écrire, mais j'allais dire attention à ce que vous lui écrivez, parce qu'attention à ne pas rentrer dans la culpabilité de ça. Vous n'en êtes pas coupable, vous avez fait vos choix de femme, et qui étaient justes pour vous. Elle, en tant que fille, elle n'a pas apprécié ces choix-là. Mais si vous faites plein de choses, voyez, vous êtes tout le temps là pour elle et elle est constamment agressive, alors elle vous fait constamment payer quelque chose qui n'est pas dit, et vous payez constamment cette addition-là, aussi sans le dire. C'est-à-dire vous êtes aussi complice de cette culpabilité dans laquelle elle vous met. Le message d'amour entre vous deux, c'est de la libérer. De lui dire tu n'es pas responsable de mon lien avec ton père biologique d'une part, puis après avec ton beau-père. C'est-à-dire que nos histoires ne sont pas liées par rapport à ça. Moi, je trouve formidable que ton père t'ait aimé, que ton beau-père aussi. C'est très important. Donnez-lui tout cet amour-là. C'est important pour moi en tant que mère que tu sois aimée de ces hommes-là. Moi aussi, je les ai aimés, mais moi, j'étais l'épouse. Et elle, la fille, même si vos histoires de couple se sont soldées par des échecs, elle a un autre type de relation qu'elle peut continuer avec eux. Donc vous ne l'avez pas privée, vous voyez, de ces amours-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est important que vous lui disiez, en fait, que vous elle est pas libre, en fait, votre fille, elle est prise en étau dans vos histoires de couple. Elle s'est mise dedans, quoi. Et elle vous en veut de quelque chose sans bien comprendre de quoi elle vous en veut. C'est pas tout ça, bien sûr, que vous allez lui expliquer, parce que non, elle a pas, voilà. Par contre, lui envoyer un petit mot pour la libérer, tout simplement, pour mettre des mots justes, pour lui dire que vous avez vécu des histoires d'amour, qu'elle est le fruit, elle, d'une histoire d'amour avec son père. Elle a besoin de l'entendre, et que c'est pas parce que vous avez quitté son père que vous l'avez renié elle dans l'amour que vous lui portez. Alors c'est étonnant parce que en fait son père, je lui ai pardonné, ça m'a demandé des années ou autres, et aujourd'hui je l'aide, enfin je le soutiens évidemment, il a refait sa vie, mais il a besoin de moi, et il est d'une gentillesse. C'est vrai que c'est tout un travail que j'ai fait, et moi mon passé est passé et je vais vers l'avenir, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle voit bien que je l'ai aidé, elle voit bien que son père maintenant oui, elle sait tout ça, bien sûr. Oui, j'arrive pas. Ah oui, mais oui, elle, bien sûr qu'elle voit peut-être que son père a été violent avec vous, puisque vous dites qu'il vous frappait, c'est ça, enfin, Oui, c'est arrivé, mais c'était dans le cadre d'une crise, c'était pas tout le temps, et c'est vrai que ça a été très violent, et que moi ça m'a complètement fait réfléchir, et j'ai pas compris, si vous voulez, c'était pas tous les jours et tout ça, il a fait un délire de jalousie à un moment donné, il a à froid, enfin voilà. Donc c'était pas quelque chose, et aujourd'hui il le regrette. Je veux dire, moi j'ai réussi à passer au-delà de ça,
probablement grâce justement à toute la réflexion que j'ai menée personnellement, et j'ai réussi à lui pardonner. Donc je vois pas ce qu'elle me reproche, mais j'entends ce que vous dites. Mais ça c'est votre histoire. Bien sûr, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas quelque chose à vous reprocher là-dessus. Elle, c'est son vécu d'enfant, de petite fille. Elle a mélangé les choses. C'est pour ça que je vous dis de la libérer. C'est que, effectivement, bien sûr, et ne rentrez pas dans cette histoire de reproche et de culpabilité. Le sujet n'est pas là. Il se trouve, vous avez bien fait. Il se trouve que ça prend cette forme-là parce que elle se débat, elle est très en colère, elle est très enfermée. C'est une petite fille encore toute en colère, hein, et tout enfermée dans l'histoire qu'elle s'est racontée. Et elle a besoin que vous soyez le bouc émissaire de son mal-être et de cette colère. Mais elle sait très bien que vous l'aimez. Elle doit vous aimer aussi. Oui. Énormément, et vous devez vous porter un immense amour, toutes les deux, ce qui facilite pas les choses. Et donc c'est avec beaucoup d'amour que vous allez la libérer de ces liens-là. Alors ça mettra du temps parce qu'elle a, j'ai envie de vous dire, son fichu caractère du coup. Mais vous ne rentrez surtout pas dans la culpabilité, restez à votre place, assurez-la que vous êtes là pour elle en cas de besoin, que vous n'avez pas accepté sa violence. Et que vous pouvez lui rendre la vie, le chemin libre devant elle, et surtout qu'elle vient de se marier, sa vie de femme, et c'est tant mieux. Et vous pouvez lui en souhaiter beaucoup de bonheur et de liberté. Eh bien, c'est ce que je lui ai fait. Enfin, dans la lettre, je lui ai écrit j'ai parlé de l'amour, et je ne mets pas en cause son amour, mais que moi, je ne peux plus accepter ça. Oui, mais ne parlez plus d'accepter de ça. Non, remettez le lien avec les pères. Hein, réécoutez, ce que je vous ai dit, et faites le lien pour la détacher de tout ça. Je suis désolée, Sophie, je vous quitte à regret, mais c'est le gong, c'est la fin. Je vous embrasse. Alors, je vous remercie. Passez une bonne nuit. D'accord, bonne semaine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je me dépêche. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas, de quoi j'ai l'air. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce nuit et une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h.